Bonjour tout le monde. Je suis bien content de vous retrouver dans une nouvelle session de Hommes en Lumière. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Yannick Relier. Bonjour Yannick. Enchanté, Ludovic. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi. Bon alors Yannick, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Qui es-tu? Quel est ton parcours? Et Alors, définis-toi. grande question. Qui je suis? Je ne sais jamais par quoi commencer en fait quand on me pose cette question-là. Pendant très longtemps, j'ai toujours démarré en expliquant qui j'étais au niveau professionnel. Et puis je me suis bien aperçu que j'étais pas juste, je me définissais pas uniquement par ce que je faisais dans mon travail. Donc maintenant, systématiquement, je commence par dire que je suis papa. Je suis l'heureux papa de 4 enfants, 3 garçons et une petite fille. Ça va, tu vois, de 15 ans pour le plus grand qui est en train de passer son brevet des collèges en ce moment, qui va rentrer au lycée. Le petit dernier, Sacha, il a eu 4 ans hier. Et entre les Ouais. deux, j'ai un garçon, Axel, et une petite fille, Rose. Hmm. Je suis marié, je suis toujours avec la maman de mes enfants, ça, je le signale parce que souvent on me dit oui, mais moi aussi j'ai 4 enfants, mais je les ai eus avec 3 femmes différentes. Non, je rigole avec ça, mais ouais, je suis toujours avec mon épouse, avec qui je vis une histoire d'amour maintenant depuis un peu plus de 18 ans. On est mariés depuis 14 ans. Et on a la chance de partager plein de choses, tu vois. On travaille beaucoup ensemble. Donc, si j'en viens à mon activité professionnelle, euh, j'accompagne les gens depuis à peu près une vingtaine d'années. Je l'ai beaucoup fait au travers du corps physique, c'est-à-dire que j'étais dans le sport. Hmm. J'étais coach sportif et formateur dans le sport. J'ai formé beaucoup de coachs à travers le monde, ce que je continue de faire encore un petit peu. Et après, je me suis ouvert à plein d'autres approches. J'ai vite pris conscience en fait que pour aller vers l'épanouissement, agir sur le corps, c'était pas forcément suffisant. Je me suis donc ouvert à d'autres approches. Je me suis beaucoup intéressé en particulier à la médecine ayurvédique, à la médecine indienne venue d'Inde, que j'ai intégré après dans mon approche. Et ce que je fais maintenant, c'est que je transmets mes connaissances. C'est-à-dire que toutes ces connaissances qui m'ont aidé, moi, à cheminer en tant qu'homme, qui m'ont apporté sur le plan personnel et contribué à mon épanouissement et mon bien-être, je les transmets aux autres. Voilà, de différentes manières, mais c'est ce que je fais principalement. Hmm. Ok. Et je Tu veux kiffe rajouter, ça. tu veux rajouter quelque chose sur qui tu Je es? prends beaucoup de plaisir à faire ça. Ouais, ça se voit, hein. Quand on voit tes vidéos, tu as quand même le sourire et tu as l'air d'être heureux d'être là. C'est ce Ouais, qui fait. ouais, je fais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Je communique beaucoup je transmets beaucoup de contenu gratuitement sur les réseaux Facebook, Instagram, YouTube. Il y a des choses naturellement, comme je vis de ça et que j'ai une famille nombreuse, bah, faut bien que je gagne ma vie. Donc il y a des choses naturellement qui sont payantes. Mais en fait depuis tout petit, j'ai cette soif de transmettre en fait Hmm. et qui me drive maintenant dans ce que je fais. Voilà. Merci Yannick pour cette présentation. Bon, alors dans Homme en Lumière, on va parler du masculin. Donc, l'inévitable première question, c'était alors, quelle relation tu as eue avec ton père? Comment il était Ouais. avec toi et que t'a-t-il transmis? Alors, c'est une grande question, hein. Comme je te le disais tout à l'heure en off, j'ai regardé tes vidéos et cette question-là m'a titillé un petit peu. Ça m'a fait cogiter un peu sur la relation que j'ai eue à mon papa. Je dirais que ça a été un père traditionnel, patriarche, très présent, tu vois, une énergie très présente à la maison. Pas forcément beaucoup dans l'affect et l'émotionnel. J'ai pas eu un papa qui me prenait tous les jours dans ses bras pour me dire qu'il m'aimait, mais il n'avait pas forcément besoin de ça parce que dans ce qu'il apportait à la maison, dans sa manière d'être, dans sa manière d'être présent pour nous, dans son travail, dans le fait qu'il était à la maison, tu vois, avec nous le soir, qu'il s'occupait du foyer, on ressentait cet amour. Euh,
j'ai beaucoup eu, après ça venait peut-être aussi de mon caractère, j'étais un garçon très, très introverti, plus jeune. Et j'avais du mal à créer un lien pendant très longtemps d'échange avec mon père. Tu vois, parfois adolescent, quand l'été, j'étais en vacances scolaires, j'allais avec lui sur son lieu de travail, il m'emmenait dans son camion, etc. Et c'est vrai qu'il y avait des gros blancs parce que je ne savais pas quoi lui dire. Je pense que lui, il voyait bien que j'étais un petit peu renfermé dans ma bulle. Quelque part, il ne savait pas trop non plus comment créer ce lien. Et le vrai lien qui s'est créé avec mon père, je pense, ça a été au moment où je suis parti de la maison, où je suis parti vivre à Paris, que j'ai construit ma vie d'homme, que j'ai construit ma propre famille. Et maintenant, si tu veux, je vois comment il est avec mes enfants, le grand-père que c'est, cette manière toujours d'être très présente. Je sais que c'est quelqu'un sur qui je peux compter, qui m'a beaucoup épaulé dans ma vie, qui a toujours été là quand j'ai eu besoin. Mais cette relation affectueuse, si tu veux, je la vois plus maintenant avec mes enfants. Où là, il va pas hésiter, tu vois, à prendre ses petits-enfants dans ses bras, leur faire des câlins, leur faire des bisous, les prendre sur ses genoux. Alors que j'ai aucun souvenir de ça, par exemple, enfant. J'ai des souvenirs avec mon père où je partais dans la forêt avec lui quand il faisait du bois, tu vois, pour la cheminée en préparation de l'hiver. J'allais parfois le dimanche à la chasse quand on allait chez mes grands-parents, je l'accompagnais. C'était vraiment ce rapport un peu distant. Toi, la première fois que j'ai fait la bise à mon père, je devais avoir une vingtaine d'années, par exemple. Toi, j'étais sur Paris et quand je suis arrivé sur Paris, c'était une atmosphère complètement différente. Les hommes se faisaient la bise. Moi, je n'étais pas habitué à ça. J'avais toujours vu des hommes se serrer la main. Moi, je voyais mon père et son père à lui, donc mon grand-père, ils se serraient la main. Mon père serrait la main à ses frères pour se dire bonjour. En rentrant, parfois je rentrais le week-end, mais je me suis dit, mais je ne peux pas faire la bise à des collègues de travail à Paris et taper Et pas l'affaire à ton père. une poignée de main à mon père. Donc j'ai commencé toi, à le prendre dans mes bras, à lui faire la bise, etc. Je sais que les premières fois, ça a dû le surprendre un peu. Et puis maintenant, on a un relationnel vachement plus proche maintenant. C'est avec le temps, finalement, il faut dire que chaque être humain, il évolue aussi avec le temps. Et ce qu'il a peut-être pas osé faire avec toi, comme tu dis, il le fait avec tes enfants parce qu'il y a une sorte de maintenant, peut-être une identité masculine où il se relâche et puis il se permet d'être dans l'affection, la tendresse, et qu'il a fallu tout ce temps-là pour que ça décante, quoi. Ouais, puis je pense que clairement, dans son éducation, il a reproduit ce qu'on lui a transmis. J'avais, moi, un grand-père paternel et même maternel. C'était des hommes, entre guillemets, un peu rudes, tu vois, qu'on travaillait à la ferme, dans les champs. C'était la casquette, la roulée, le patriarche assis à table, qu'on sert à manger, etc. Toi, c'était cette énergie-là. Oui, les hommes d'avant, on pourrait dire, enfin, comme on voit, le modèle un petit peu rouillé d'avant, quoi. Ouais, mais en même temps, tu vois, ça m'a transmis certaines valeurs, tu vois. Le, le, Si maintenant je suis le père que je suis, je sais que c'est grandement par son exemple. Il y a certaines choses que j'ai repris de lui, si tu veux, cette responsabilité vis-à-vis de ma famille. Et il y a des choses que lui ne faisait pas, que moi je fais maintenant avec mes enfants. Moi, je les prends dans mes bras, mes enfants. Mes fils, tous les jours, je leur dis que je les aime et je témoigne mon affection, tout mon amour que j'ai pour eux. Je peux le démontrer de par mes actes, parce que je suis un papa présent, ce que lui était. Mais au-delà de ça,
j'y rajoute aussi la parole, la verbalisation, qu'il n'y avait pas moi quand j'étais enfant. Et sincèrement, qui m'a pas manqué plus que ça. Qui m'a même pas manqué du tout. Mais, tu vois, c'est… Je vois, ouais. Je vois. En tout cas, je l'ai toujours dans ma vie. J'ai toujours mes parents, tu vois, dans ma vie. Ils viennent à la maison toutes les semaines. Ils étaient là hier. Là, on emménage, on a des travaux à la maison. Je sais que la grande terrasse qu'on va faire dehors en bois, je vais la faire avec mon père. Et C'est chouette. je sais que je vais prendre beaucoup de plaisir à faire ça avec lui. Et je sais que malgré que j'ai 45 ans, là, je vais être un enfant avec lui. C'est-à-dire qu'il va me parler comme certainement il me parlait quand j'étais ado, et c'est lui qui va être le chef, si tu veux. C'est ma maison, c'est chez moi, mais là, quand on va construire la terrasse, ça sera lui le leader. Ah. Et je vais respecter ça parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, mon père. Voilà. Merci de ce témoignage. Dans la continuité, est-ce que tu aurais quelques événements à nous citer, des événements qui t'ont construit toi en tant qu'homme? Alors, des événements qui m'ont construit en tant qu'homme, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Il y a eu, mais si je remonte très loin dans mon enfance, comme je te l'expliquais tout à l'heure, j'étais un enfant très, très introverti. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal avec le regard de l'autre. Je marchais dans la rue en regardant mes pieds. Et pour la petite histoire, ma maman, elle me récupérait quand j'étais petit et que j'étais en maternelle, etc. Elle me récupérait souvent avec une bosse sur le front parce que je marchais dans la cour en regardant mes pieds et je me prenais le chêne qu'il y avait au milieu de la cour régulièrement, tu vois. C'était pas la bosse des maths, c'est ça? Ah non, c'était pas la bosse des maths. Même si j'ai fait des études scientifiques, c'était pas la bosse des maths. Et, et donc, je me suis construit un peu, tu vois, dans ma bulle enfant. J'étais vraiment dans mon monde à moi et jusqu'à un moment donné où j'ai vraiment fini par en souffrir. Et je me rappelle, un jour, je rentrais, parce que le mercredi, moi, je passais le mercredi chez ma grand-tante, que je considérais comme ma grand-mère, parce que mes parents travaillaient. Donc, le mercredi, j'étais chez elle et je regardais le Club Dorothée à la télé, au lieu d'aller jouer avec mes petits camarades dehors, tu vois. Et quand je savais que ma mère était rentrée à la maison de son travail, bah, je rentrais à la maison. Et j'ai le souvenir un jour de rentrer à pied, parce qu'il y avait 5 minutes de marche, et dans ma tête, me dire ou entendre, relève la tête. Relève la tête. Arrête d'avancer en regardant le sol. Et à partir de ce jour-là, je me suis obligé à redresser le regard, à avancer devant moi en regardant, à ne plus changer de trottoir quand d'autres personnes arrivaient face à moi, à ne plus regarder mes pompes systématiquement, pour réveiller, si tu veux, une certaine confiance en moi. Donc ça fait partie des mémoires fortes que j'ai. Après, clairement, mon entrée dans la vie professionnelle, l'entrée quand je suis parti sur Paris, je me suis retrouvé dans une ville où je connaissais personne. À l'époque, j'étais vraiment dans le milieu de la remise en forme. Je me suis retrouvé sur un podium tous les soirs devant 100 personnes. Là, ça m'a obligé aussi à ressortir des choses en moi. En fait, ça a révélé, si tu veux, ça a réveillé des choses que je pensais enfouies. Ce manque de confiance et d'introversion qui était le mien quand j'étais jeune garçon, je pensais l'avoir guéri quelque part au fil des années. Et quand je suis arrivé sur Paris, dans cet univers inconnu où je suis sorti de ma zone de confort, tous mes démons se sont réveillés en fait. Cette peur du regard, cette peur du jugement, le regard qui recommence à descendre. Et j'ai dû à nouveau reconstruire cette confiance, etc. Ensuite, un passage clé de mon évolution, c'est la rencontre avec mon épouse, Jessica, qui a fait voler en éclats la vie qui était la mienne à l'époque. Si tu veux, à l'époque, j'étais en couple, j'avais un appartement
à 5 minutes de mon lieu de travail, une Audi, un beau chien, un bel appartement. Ma vie, elle était construite. Elle était déjà toute tracée. Elle était toute tracée et au détour d'un couloir, ça fait cliché de le dire, mais nos regards se sont croisés vraiment au travers de portes battantes, des hublots de portes battantes. Et ma vie, elle a fait angle droit ce jour-là. Tout a volé en éclats. Donc ça a été aussi un passage très, très fort de ma vie. Et après, les enfants, j'ai eu 4 enfants. J'ai eu 4 enfants. Je pense qu'à chaque fois, chaque naissance, ça a été un rite initiatique pour moi. Jusqu'à la dernière, mes trois enfants, mes 3 derniers enfants, donc Axel, Rose et Sacha, ils sont nés à la maison. Donc ça a été des moments émotionnellement très forts et ça a contribué grandement à me faire avancer, clairement. Je comprends. Donc moi, il n'y a pas un truc, si je prends du recul sur ma vie, il y a vraiment plusieurs échelons comme ça depuis mon enfance jusqu'à maintenant, et je pense qu'il y en aura encore naturellement après, qui ont contribué à me construire ou me déconstruire. Tout dépend de comment on voit les choses. Mais... Ouais, de décristalliser. Mais c'est intéressant ce que tu disais sur Paris quand tu arrives en tant que... Tu disais un peu prof de sport, c'est ça, où tu Ouais. Je suis dois faire arrivé des dans cours le soir devant du monde. Et Exactement. parce que finalement, les choses, on les réalise que dans l'expérience, quoi. Tu vois, tu veux plus avoir peur de prendre la parole en public, bah, prends la parole en public, quoi. Enfin, c'est ça, le truc, c'est tu veux arrêter de garder tes pieds, ben, lead le cours pendant 1 heure tous les soirs et à la fin, ben, tu seras tellement à l'aise que il y aura même plus ce monde-là n'existe même plus, quoi, le fait de plus avoir confiance, quoi. Ça, je trouve, c'est une belle expérience aussi de mise en situation de la vie, quoi. Et ça a été particulier, tu vois, parce que vraiment, je me suis dit, quand je suis arrivé là-bas, il y avait ces grands couloirs bondés de Parisiens le soir. Moi, petit provincial, tu vois, par rapport au coach qui était sur place, moi, je me sentais tout petit, tu vois. Je ne m'attendais pas à ce que cette peur en moi rejaillisse, que ce manque de confiance que je pensais avoir réussi à guérir rejaillisse aussi fort. Donc j'ai refait la même chose que ce que j'ai inconsciemment, un peu plus consciemment quand même, j'ai réappliqué la même chose. Je me suis forcé à regarder droit devant moi, ce qui fait que tu as beaucoup de gens qui me croisaient à l'époque qui disaient non mais Yannick, il est hautain. Yannick, il se la pète parce que quand je marchais dans les couloirs ou quand je traversais une pièce bondée, je regardais droit devant moi. C'est-à-dire qu'en ligne de mire, j'avais l'endroit où je voulais aller. Je regardais droit devant moi et je relevais les yeux, je ne baissais pas le regard et j'étais concentré. Et du coup, les gens prenaient ça pour de la froideur, pour quelqu'un d'autant, etc. Alors que j'essayais juste de ne pas m'effondrer. Moi, je trouve ça génial de voir le rapport, parce que j'ai eu des expériences un peu similaires dans certains travaux que j'ai fait, où moi, quand je suis concentré sur un truc, tu vois, j'ai plutôt le visage fermé, je suis concentré. Il y a d'autres gens qui travaillaient autour qui me disaient, putain, au début, quand on ne se connaissait pas, on avait peur, on croyait que tu allais nous manger et tout. Et alors moi, dès qu'ils commençaient à me parler, j'avais le sourire, le smile. Ils disaient, mais on ne comprend pas, parce que quand on voit l'extérieur, on prend peur. Puis dès qu'on vient discuter avec toi, t'es hyper ouvert, quoi, parce que j'avais pareil, cette même concentration de... ça me rappelle ça, c'est chouette. Par contre, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis mis une armure, clairement. C'est-à-dire que j'ai enfilé l'armure du guerrier et je laissais rien transparaître des failles qui pouvaient être les miennes. C'est-à-dire que j'ai masqué pendant, on va dire, au moins 4 ans dans ce gros club parisien, j'ai masqué tout ce qui faisait de moi un être humain, mon empathie, ma douceur, mes failles, mon manque de confiance. Je l'ai enfoui sous une armure de guerrier dur, bourrin, directif, intransigeant,
Toi, je t'ai réputé pour être un coach qui pousse les autres à sortir de leur zone de confort, qui est un peu piquant, qui est un peu dominateur. Et jusqu'au jour où clairement, je me suis senti en train de mourir dans cette armure, en train de m'étouffer dans cette armure et que j'ai voulu j'ai voulu la dégager, toi. Et Comme, c'est là où comme avec le chevalier à l'armure rouillée, t'as pleuré un peu ou... Non, je rigole. Et, tu sais, c'est compliqué hein, de. Moi, clairement, le fait, c'est l'exemple que je donne souvent, tu vois, c'est quand je suis devenu père pour la première fois il y a 15 ans, que j'étais encore, moi, dans ce trip guerrier, dans ce que je laissais transparaître de moi. Je ne laissais voir que ce guerrier en moi et pas le guerrier, toi, le guerrier un peu bourrin, toi. Mais à partir du moment où j'ai eu mon fils, qu'on m'a tendu un bébé dans les bras, qu'est-ce que tu fais de ton armure et de ton épée? Tu es bien obligé de de les mettre de côté. Tu peux pas prendre ton enfant que t'aimes dans tes bras avec ton armure et l'épée à la main. Tu es obligé de laisser tomber ça. Et ça a contribué tu vois, c'était à lâcher plein de choses. Tu vois, ça me fait penser à ce que tu me disais par rapport à ton père tout à l'heure, parce que moi aussi, j'étais présent aux accouchements de mes deux enfants. Et ce que tu dis là, je le perçois parce que je l'ai vécu aussi, d'être touché à ce moment-là. Et la génération de nos parents, je suis pas sûr que les pères, ils étaient présents aux accouchements. Ils étaient dans le couloir, tu vois, ils attendaient, ils avaient emmené leur femme, mais est-ce que c'est eux qui coupaient le cordon, qui étaient présents et tout? Et tu vois ce truc que ça fait quand tu prends ton enfant dans tes bras et qu'il y a un truc, le cœur qui s'ouvre à ce moment-là, moi j'en témoigne parce que je l'ai vécu aussi, eh ben, je pense que c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas vécu cette expérience, tu vois, qu'ils étaient plutôt dans le côté, finalement, ils n'ont pas montré leurs sentiments parce que ils se sont coupés des expériences qui auraient pu les toucher, quoi. Enfin, moi, je le Ouais. perçois un peu comme ça, mais Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Après, je pense que c'était une autre époque aussi. Tu vois, à aucun moment, moi, j'ai du ressentiment vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de ça. Au contraire, tu vois, je sais maintenant ce que c'est d'être père. Je sais que c'est pas facile. Il y a des passages très beaux. Faut pas non. Souvent, on présente que le côté lumineux, tu vois, de la chose. Et c'est dur. C'est très dur. La grossesse, l'accouchement, les peurs qui vont avec, le doute, surtout quand c'était première, la naissance, le fait de devenir papa, l'envie de ne pas reproduire certains trucs, mais au final, tu t'aperçois parfois quand je m'entends, quand je me fâche, je réentends des choses que mon père me disait. ouais, mais Clairement. on est tous pareils, hein. On s'est tous construits en se disant non, les mauvais côtés, je veux pas les prendre. Et puis avec le recul, 10 ou 15 ans après, tu te dis, ah ouais, finalement, je reproduis, c'est pas sous le même angle, mais je reproduis un peu le même schéma d'une autre manière. De toute façon, on se construit toujours par l'exemple, hein. On a Bien beau sûr. nous dire ce qu'on veut, on reproduit ce qu'on a vu, ce qu'on a senti, ce qu'on a vécu, hein. Et pour reprendre un petit peu ce que tu disais un petit peu juste avant par rapport aux guerriers, comment tu t'étais construit, comment tu vis le féminin en toi aujourd'hui et qu'est-ce que c'est dans ton quotidien? Le féminin en moi. Hmm. Donc, comme je te l'expliquais, j'ai beaucoup mis de côté sur le plan professionnel, sur le plan de la façade, dans mon rapport au reste du monde. Ce côté, cette énergie féminine, je l'ai occultée pendant de nombreuses années. Par contre, dans mon relationnel personnel, dans ma vie de couple, je pense que j'ai jamais eu vraiment de problème à laisser aller mes émotions, à dire les choses, à dire je t'aime, à prendre dans les bras. J'avais ce côté intériorité aussi. Mais clairement, tout s'est réveillé à la rencontre de Jessica, mon épouse, qui était, elle, pleinement dans son énergie féminine.
Elle m'a aidé à me reconnecter encore plus et à assumer cette part-là de moi en dehors de la sphère ultra privée. Donc maintenant, j'ai pas de. Maintenant, je peux parler de mes émotions ouvertement. Je les ressens. Autant ma colère que mon amour, autant ma joie que ma tristesse. J'ai pas de problème à les montrer pleinement. Et je sais pas si c'était en lien avec ça, exactement ta question, mais donc cette énergie féminine. Mais pour moi, tu vois, plus je travaille sur moi et sur ma masculinité, je me suis beaucoup intéressé aux archétypes masculins. Je me suis jamais reconnecté paradoxalement, je me suis jamais reconnecté autant, je pense, à mon énergie féminine que depuis que je me suis reconnecté pleinement à mon énergie masculine. Mmh. En me reconnectant pleinement à l'archétype de l'amant, du magicien, donc en travaillant sur ma masculinité, c'est ça qui a fait que j'assume aussi pleinement maintenant cette part, cette énergie plus féminine, si tu veux, en moi. Alors qu'au début, en fait, inconsciemment, comme j'ai eu accès à cette part féminine en moi, beaucoup quand même au travers de mon épouse, de ce qu'elle véhiculait comme des livres qu'elle m'a donnés, des rencontres que j'ai fait autour d'elle, je me suis beaucoup reconnecté à mon masculin au travers du féminin sacré. Tu vois ? Le problème que j'ai rencontré, c'est qu'à un moment donné, j'en étais pratiquement arrivé à être dans le déni de mon masculin, si tu veux. C'est-à-dire que j'entendais tellement, Yannick, il faut que tu te reconnectes à ton féminin. Le féminin, c'est ça, ça, ça. Reconnecte-toi plus à tes états émotionnels, à ta spiritualité, etc. Que j'en suis pratiquement venu à me dire, mais en fait, il n'y a que l'énergie féminine qui fait ça. L'énergie masculine, entre guillemets, elle est responsable des maux de cette société. Donc, il faut la mettre un peu de côté et il faut se focaliser sur ton énergie féminine. Tu vois ? Je pense que ça a été l'amorce pour mon développement, mais je ne suis pas persuadé que c'était le chemin le plus harmonieux. Je ressens beaucoup plus d'harmonie en moi depuis que je me connecte à tout ça au travers de mes archétypes masculins. Je comprends bien. Je comprends bien parce que tu… Dans ce que j'explique, mais… Tu travailles toi aussi avec les archétypes masculins, oui, comme moi, donc c'est évident que, quand tu témoignais avant, c'était l'énergie du héros, c'était bloqué dans le côté guerrier dur. Et de toute façon, pour être un homme complet, faut connaître la descente et il faut descendre dans ses profondeurs. Et quand on parle de masculin sacré, c'est un équilibre masculin-féminin à l'intérieur de soi. Comme pour le féminin sacré, c'est un équilibre féminin-masculin à l'intérieur d'elle. Donc, automatiquement, pour être un homme pleinement épanoui, il faut avoir rencontré sa part féminine et sa profondeur, quoi. Son monde émotionnel, ses blessures. Oui, c'est une évidence, en fait. Je comprends bien. Même pour moi, cette approche, tu vois, de dire aux hommes, reconnectez-vous à votre part féminine, je pense qu'en exprimant les choses comme ça, on met des barrières à certains hommes qui, parce qu'on leur demande de se reconnecter à leur part féminine, ils n'iront pas. Oui. Alors que si on leur expliquait, non, je vais t'emmener dans la pleine puissance de ta masculinité en te reconnectant à tes archétypes. Je vais t'emmener expérimenter l'amant. Je vais t'emmener expérimenter le magicien. C'est en se reconnectant justement à la maturité de ces deux archétypes-là que ces énergies, entre guillemets, dites féminines, vont se révéler en lui ou vont s'exprimer en lui. Ouais. Tu comprends ? Après, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça peut encore plus se faire quand c'est un cadre que masculin. Tu vois, moi, ce week-end, je vais commencer un stage en lien avec le roi. Ouais. Et je sais que, parce que justement,
on va être juste entre hommes, que les hommes vont pouvoir aller expérimenter leur féminin, parce que d'un coup, c'est pas le féminin qui leur dit qu'il faut être féminin, c'est un masculin équilibré qui, entre guillemets, qui sert d'exemplarité, qui va leur dire, regardez, pour y aller, pour aller dans votre masculin, il faut plonger là-dedans, quoi. Et ça, je trouve ça encore plus fort et plus riche d'avoir cet environnement masculin, tu vois, qui ouvre la porte à ça, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Ah, c'est Et, chouette. et j'ai beaucoup rencontré d'hommes aussi ces dernières années, tu vois, qui étaient dans cette mouvance de travail personnel, de développement personnel, etc., et qui avaient conscience qu'ils devaient travailler sur leur masculinité, parce qu'on n'arrête pas de leur rabâcher à longueur de journée, on leur parle de patriarcat, on leur parle de masculinité toxique, dans leur couple, il y a comme leurs femmes travaillent sur leur féminin, il y a des choses qui remontent, ça les bouscule un petit peu dans leur mode de fonctionnement. Et j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui faisaient ce travail sur eux et qui avaient fini par étouffer en fait l'animus en eux, qui était vraiment en se reconnectant à leur part féminine, avaient fait taire avait mis le couvercle sur le feu, si tu veux, avait été en train d'étouffer le feu qui était en eux, et ça créait d'autres problématiques dans leur vie. Tu vois, parce qu'on finissait par leur reprocher maintenant D'être trop de ne doux. plus être assez des hommes. Et c'est ce que Robert Bly il dit dans L'homme sauvage et l'enfant, qu'à un moment donné, on a fait une société d'hommes, lui, il appelle ça les hommes mous. C'est qu'il y a eu Ouais. les hommes durs, tu vois, du monde patriarcal, après les hommes, comme tu disais, il fallait travailler sur leur féminité, donc c'est devenu des hommes tout mous, tout tendres, mais il n'y avait plus de yang, quoi, il n'y avait plus d'hommes sauvages, quoi. Sauf qu'après, finalement, c'est peut-être un passage pour retrouver après un équilibre. Oui, je pense. Ouais. En tout cas, moi, c'est toi, dans ce que je transmets, en particulier aux hommes, là, ces dernières années, c'est cette reconnexion à sa masculinité mature, bah, que tu connais toi aussi bien, je pense, toi, au travers de ces archétypes, qui se reconnectent vraiment à leur roi. Toi. Donc, et d'ailleurs, la première fois qu'on s'est parlé, j'avais jamais fait le rapprochement. C'est après que j'ai vu que Ingayati, mais Oui. c'était toi. Ben oui. Parce que moi quand j'ai fait depuis plusieurs années ce travail de recherche sur le masculin, mais j'ai lu Les articles que tous tes j'ai faits. articles dans ton blog, etc. Oui, c'est C'est moi. incroyable. Et oui, parce que je ne me Ouais. présente pas à King Gayati. Donc, tu fais partie des personnes qui m'ont beaucoup fait cogiter, inspiré dans ce que tu écrivais. Et c'est que après, quand j'ai vu d'autres messages que tu postais sur tes réseaux, où j'ai vu ce lien avec ton site, que j'ai fait le rapprochement. Je dis, ah, c'est incroyable, c'est le mec que j'ai lu. Eh Tu oui. vois. Ah bah, super, parce que c'est un super retour parce que moi, à cette époque, j'écrivais des articles sur le masculin parce que moi, ça m'animait et de pouvoir voir que ça a touché du monde, c'est chouette aussi parce que c'est aussi une manière d'accompagner, d'expliquer un peu ce qui se passe pour les hommes, quoi. Moi, quand j'ai fait des recherches sur Internet, je suis tombé sur tes écrits. Hein. Donc, merci. Ben, merci à toi d'être là. Bon, il y a une autre question qui est intéressante que tu vas pas y échapper, hein. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Et est-ce que tu peux nous parler du contexte? Si c'est pas trop intime, hein, si c'est OK. Alors, moi, je peux pleurer souvent, en fait. Pas forcément de tristesse ou de joie. Bon, c'est un peu particulier. En fait, très souvent, alors je ne sais pas qui va écouter cette vidéo, mais je suis très en connexion avec d'autres vies où j'évolue. Et très souvent, j'ai des bulles, comme des remontées d'énergie, de bulles de ce qui se passe ailleurs dans mes autres vies. Et tout d'un coup, j'ai une émotion parce que j'ai entendu un mot.
J'ai entendu un mot, il y a un stimuli qui a fait que ça a déclenché cette remontée et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, ça s'exprime chez moi par des larmes en fait. Mais je sais même pas trop d'où ça vient, etc. Mais je pense que en laissant aller cette émotion-là, en me permettant de laisser cette émotion jaillir, je pense que je m'aide grandement dans une autre réalité où je suis bien en souffrance. Tu vois? Donc, je laisse venir. Après, la dernière fois que j'ai pleuré, autre que pour ça, je ne saurais même pas trop te dire, en fait. Si, mais c'est un peu dans le même style. J'ai fait un week-end avec des amis j'ai fait un week-end avec des amis là, à Saint-Malo récemment, avec 2 hommes qui sont aussi dans cette dynamique-là. Et un soir, on a rencontré à la terrasse d'un café, on était posé à boire un verre tranquille, on venait de manger, on fumait un petit cigare, toi, le cliché. Et à côté de nous, il y avait un homme, il y avait Adrien à côté de nous. Et Adrien, si tu veux, il représentait l'opposé de tout ce qu'on avait exprimé dans la journée. C'est-à-dire toute la journée, on avait parlé du masculin sacré, etc. Et lui, Adrien, il était assis là et il exprimait tout. C'est-à-dire qu'à l'inverse, l'opposé. Adrien, il était vulgaire, il était agressif, il picolait, il fumait 5 paquets de clopes, il parlait avec ses enfants, mais d'une vulgarité, mon ami, c'était... il parlait de sexe crûment, il parlait du fait qu'il trompait sa femme, qu'il se faisait des... Il parlait ouvertement qu'il allait voir des prostituées. Il était misogyne, il était homophobe, il était raciste. On s'est aperçu, en fait, mais qu'est-ce qu'il fait là, Adrien? Comment ça se fait que toute la journée, on a parlé de ce masculin, etc., sacré, et qu'est-ce qu'il vient faire là, Adrien? Et ça m'a beaucoup travaillé. Et en fait, Adrien, il est venu nous montrer nos ombres. Adrien, il était là pour nous dire, OK, les gars, là, vous voulez aider des hommes à aller vers leur pleine masculinité? OK, bah, aimez-moi. Aimez-moi. Oui. Aimez tous mes travers. Regardez-moi droit dans les yeux parce que voilà les ombres qui sont en vous, en fait. Tu vois? Et à un moment donné, on s'est levé. Alors, tout le monde n'était pas forcément à l'aise, tu vois, avec lui. Mais moi, je me suis senti appelé par lui. Et à un moment donné, il a fallu se lever et on allait tourner à gauche pour partir avec mes amis. Et quand mes amis ont vu qu'il partait à gauche, ils m'ont dit non, on va aller à droite. Et sur le moment, je ne l'ai pas conscientisé tout de suite. Ça m'a fait un choc en fait. Et en fait, le lendemain, en étant rentré chez moi, en repensant à ça, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'avais l'impression de l'avoir abandonné, Adrien. J'avais l'impression que encore une fois, je l'avais laissé partir, que je l'avais abandonné, que je l'avais renié quelque part pour aller de l'autre côté. Enfin, je ne sais pas si c'est un peu perché ce que je dis. Moi, je comprends très bien, je vois. Je ne sais pas si les gens qui regardent vont comprendre, mais moi, je comprends. Tu vois, alors que là, quand on s'est quitté avec Adrien, malgré toute la répugnance qu'il aurait pu me susciter, et toute la répugnance qu'il suscitait autour de lui, parce qu'on était à la terrasse, il y avait une queue de 10 personnes pour entrer dans le resto. Donc tout le monde l'entendait parler, Adrien. Tout le monde le voyait. Je voyais les regards des gens. Il y a des gens, ils partaient parce qu'ils ne supportaient pas Adrien. Et quand il s'est levé et qu'on a dû partir, j'aurais voulu le prendre dans mes bras, Adrien. D'ailleurs, je suis allé vers lui, je lui ai serré la main et je l'ai laissé partir de l'autre côté.
alors que j'aurais voulu l'accompagner encore, tu vois. Hmm. Et ça, le lendemain, en conscientisant ça, ça m'a Hmm. comme si on se connaissait, tu vois, avec Adrien. Comme s'il représentait toutes les parts d'ombre aussi que j'ai en moi. Parce que sa vulgarité, ça peut être la mienne. Sa dépravation, ça peut être la mienne. Tu vois, et Adrien, si moi je peux me positionner, tu vois, au travers de ce style de vidéo en tant que homme mature, en tant que thérapeute, en tant que bon père de famille, en tant que homme bien, homme bon, c'est parce que Adrien, il existe et que lui, il a pris la posture de tout l'opposé. Tu vois, lui, il a fait le choix de s'incarner dans cette vie, Adrien, pour que moi, je puisse prendre le bon rôle. Et lui, il a fait le sacrifice de prendre, entre guillemets, ce rôle plus dark, plus sombre, pour que des mecs comme moi puissent se positionner en « Regarde, moi, je suis un bon père de famille à côté de ce gars. Moi, je suis un bon mari à côté de ce gars. Je suis un homme bon à côté de ce gars. » Et il m'a vraiment touché. Ah, c'est une chouette expérience. Bon, là, on vient de perdre à peu près toutes les personnes. Tu vas avoir dans tes analyses YouTube, à ce moment-là, une grosse coupe. Alors, tous les mecs qui s'appellent Adrien, ils vont pas regarder la vidéo. Là, les gens, ils ont dit, mais il dit n'importe quoi, le gars, là. Ce qui serait super chouette, c'est que cet homme-là, un jour, il regarde cette vidéo. Ah, mais j'adorais. Mais tu sais que je l'ai recherché. Hein. J'ai essayé de le retrouver, j'ai essayé de regarder parce qu'il fallait que je lui dise, en fait. J'ai écrit un post sur les réseaux sociaux à un moment donné parce qu'il fallait que ça sorte, dans l'espoir qu'un jour, peut-être, il puisse le lire. Parce que Adrien, non, t'es pas aussi dark que tu penses. T'es pas aussi mauvais que tu penses. Non, et puis de toute façon, si on accompagne des hommes, on va dire entre guillemets, qui sont plus égarés, bah, faut accepter qu'ils soient égarés. Parce que si les gens qui viennent, ils sont déjà tous lumineux, tous équilibrés, on n'a plus rien à faire. Donc automatiquement, alors après, il y a différents points d'égarement, on pourrait dire, mais voilà, on ne peut que aimer là où il en est pour qu'il puisse grandir, quoi. Donc, merci Adrien. Je vais rebondir sur ma question de tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà pleuré devant tes enfants? Oui. Oui, bien sûr. Hein. J'ai rarement vu mon père pleurer devant moi, mais moi, oui, j'ai pleuré devant mes enfants. J'ai pleuré d'émotion, de joie, de voir ma femme en train d'allaiter mon fils. Je pouvais reprends. avoir les larmes qui coulent et je ne vais pas les retenir. Mais j'explique souvent parce que souvent, et surtout les garçons, même ma fille, hein, voir son papa pleurer, ça peut être dire qu'est-ce qui se passe en fait. Je sentais de l'inquiétude dans les regards, toi. Et tu peux systématiquement derrière, j'explique pourquoi je pleure. Alors je reprends encore ma question parce que est-ce que tu as déjà pleuré de vulnérabilité, pas d'être touché par une émotion, de vulnérabilité parce que tu étais dans le désespoir, dans la tristesse et que tu étais vraiment en down? Est-ce que tu as osé montrer à tes enfants que tu étais un être humain vulnérable, un homme vulnérable? Depuis que je suis papa, je ne sais pas si j'ai été dans des situations vraiment où j'étais dans des down. Si peut-être en 2017, j'étais pas mal paumé. En 2017, j'étais pas mal paumé. Donc oui, ici je te dis des bêtises. En 2017, j'ai traversé, moi, ce que je considère être une sorte de nuit noire de l'âme. Où, en gros, j'étais vraiment au fond du seau et j'avais du mal à en sortir. Malgré le fait que j'accompagnais d'autres personnes, c'était comme si la vie, elle t'envoie, elle dit, OK, bah, t'expliques plein de choses aux gens. Tiens, on te balance ça. Vas-y, montre ce que tu es capable de faire, toi, plutôt que d'expliquer aux autres. Et là, j'ai eu du mal. Et donc, parfois, je me mettais en colère. Une fois, ouais, j'ai clairement fondu en larmes parce que
de douleur de ne pas être le père que j'aimerais être à ce moment-là. De ne pas être le père écoutant, aimant à ce moment-là que j'aurais voulu être. Et donc, ils m'ont vu pleurer et je leur ai expliqué pourquoi, en fait. Que c'était parce que, voilà, parfois c'est dur d'être papa, que c'est pas forcément à cause d'eux, il y a plein de choses, la fatigue, le travail, mais que là, depuis plusieurs jours, de par ce qui se passe en moi et de par mon attitude vis-à-vis d'eux, où j'étais beaucoup dans la colère, l'image que je captais de moi, là, c'était juste à l'opposé du père que je voulais être avec eux. Donc oui, oui, oui. Moi, je trouve ça chouette parce que c'est comme tout à l'heure quand tu parlais de l'homme qui était à l'opposé, qui était plutôt dans l'ombre, quand tu rencontrais des hommes qui travaillent pour la lumière, enfin qui travaillent en lumière. Et je me disais finalement, je trouve ça chouette aussi de pouvoir partager avec ses enfants des parts de nous qui sont bancales ou qui sont déséquilibrées parce qu'ils voient aussi la réalité d'une existence, quoi. Oui, bien Parce sûr. que de voir un parent qui a le droit d'être triste, qui a le droit d'être désespéré, qui a le droit de ne pas savoir, qui a le droit d'être humain simplement, ça permet, je pense aussi, eux, de leur relâcher la pression et de se dire, ah, mais finalement, moi aussi, j'ai le droit de ne pas être parfait, quoi. J'ai le droit d'exprimer ce qui ne va pas. Donc, Ouais. par exemple, parfois, avec Jessica, même si on s'aime très fort, il y a des fois, on peut s'embrouiller, toi. On peut être un peu dans le conflit. Les enfants, on en a 4, donc forcément, ils sont forcément dans le coin, tu vois. Mais derrière, on va leur expliquer que c'est pas parce que papa et maman viennent de s'engueuler, entre guillemets, qu'ils s'aiment plus. Ils nous voient derrière, nous prendre dans les bras, nous faire un gros câlin. Et on leur explique qu'ils ont. Moi, quand je suis en colère et que je ressens de la colère et que parfois je l'exprime, je leur explique en fait que eux aussi ils ont le droit de ressentir ça et que c'était. Et parfois je m'excuse aussi, tu vois, de leur avoir crié dessus à ce moment-là parce que c'était trop plein de bruit, de bazar, alors que tout le monde devrait plus ou moins être à l'heure du coucher parce que demain il y a école et que c'est le. Enfin, tu vois, tous les papas qui écouteront, je pense qu'ils sauront de quoi je parle. Mais ouais, c'est important parce que moi, enfin, personnellement, j'ai pas envie que mes enfants, mes garçons en particulier, enfouissent en eux ces émotions qu'ils vivent, ne s'autorisent pas à libérer leur tristesse, à libérer leur colère, à libérer leur joie aussi, tout ce qui fait d'eux des êtres humains, toi. Et donc forcément, ça passe par l'exemple que nous, on donne en tant que parents, ça c'est sûr et certain. Tu vois. Après, je relativise aussi parce que moi, j'ai eu des parents qui ne montraient pas leurs états émotionnels, ou très peu. Ça n'empêche pas maintenant que moi, en tant qu'homme, je le fais. Tu vois, donc Bon, voilà. j'avais une autre question, mais je pense que tu y as répondu depuis un petit moment déjà. C'était comment tu te laisses traverser par tes émotions et voilà, dans ton quotidien. Mais je pense que tu as déjà répondu un peu tout à l'heure aussi. Après, est-ce que tu as quelque chose à rajouter un petit peu dessus ou... Je me connais très bien. Je connais mes travers, entre guillemets. Je sais où mon talon d'Achille émotionnel. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. Je sais que la colère, ça fait partie de moi. Je sais que dans cette vie, je dois en faire autre chose que de détruire. Donc, je la renie pas, ma colère. Je la renie pas. J'apprends depuis plusieurs années déjà à la canaliser et à utiliser cette énergie
pour aller de l'avant, pour construire des choses, pour transmettre ma passion, redonner de l'énergie à certaines personnes, plutôt que pour m'auto-détruire intérieurement ou détruire les gens autour de moi ou mon environnement. Ce que j'avais un peu tendance à faire il y a 20 ans en arrière, surtout dans le cadre professionnel, où cette colère pouvait me jouer des tours parfois et me rendre dur et fermé, blessant avec certaines personnes. Donc j'accepte ces émotions, j'accepte la tristesse. Paradoxalement, c'est peut-être plus les émotions positives que j'ai du mal à laisser sortir, tu vois. Quoi, La, la joie, l'amour avec mes enfants, avec mon cercle proche, tu vois, j'ai pas de problème à être dans la joie, dans l'amour. Dès qu'on sort un peu de ce cercle et que ma femme me parle d'amour inconditionnel et qu'il faut aimer prendre tout le monde dans cet amour-là, là, il y a peut-être le guerrier en moi qui dit oui, mais attends, je vais d'abord attendre de les connaître. les connaître un petit peu avant de m'ouvrir complètement pleinement et de montrer cette facette-là de moi encore, tu vois. Et ça serait quoi le risque de te montrer rayonnant de joie au premier inconnu? Je sais qu'il n'y a pas de risque, mais je sais qu'au fond, je sais ce qui se trame au fond de moi. Je sais que c'est ces vieux relents de guerriers qui me disent dans ma tête, Yannick, si tu ouvres un peu l'armure, potentiellement, c'est là où on va planter l'épée, toi, ou la flèche. Donc, je sais tout ça. Donc, maintenant, j'arrive beaucoup plus, tu vois, à m'ouvrir rapidement. Malgré tout, ça serait mentir de dire l'inverse. Quand je suis dans une situation où je ne connais pas les gens euh, et que c'est pas dans le cadre professionnel, parce que dans le cadre professionnel, ça m'arrive plein de fois d'être entouré de gens que je ne connais pas. Donc là, je sais que je dois prendre sur moi pour m'ouvrir et je dois le faire. Donc je le fais. Parfois, dans la sphère privée, si on va à un repas avec plein de gens que je ne connais pas, parce que mon épouse, on a été invité, c'est toujours mon épouse qu'on invite. Hein. Toi, ils ont peur que tu te mettes en colère, c'est ça? Non, parce qu'elle est de prime abord, elle dégage quelque chose de beaucoup moins piquant que moi. On a beaucoup plus envie d'aller vers elle. Si on est tous les deux dans une pièce, on fait rien, on bouge pas, on dit rien. Tu laisses les gens rentrer dans la pièce, ils vont aller vers elle, ils vont pas aller vers moi. Parce que je sais ce que je dégage aussi, j'en ai conscience. Donc, dans une situation comme ça où je connais pas les gens à une soirée, j'aurais systématiquement un petit temps de jauge, même s'il est de plus en plus minime, avant de m'ouvrir pleinement et de montrer réellement qui je suis, le côté pile et le côté face. Mais bon, je suis comme ça, donc tu vois, je n'ai même pas envie de le changer, ça fait partie de moi, je suis dans ce côté-là. Et j'aime bien voir la réaction des gens aussi. Parce que quand tu es comme ça, tu vois les gens. Tu as des gens qui, quand je suis dans cette énergie encore un peu du guerrier, tu vois ce que ça provoque chez les autres. Tu vois ce que ça réveille chez les autres, les peurs que ça réveille chez les autres. Ou au contraire, tu vois les gens qui sont à l'aise naturellement tout de suite. Tu vois les gens qui vont être sur la défensive. Tu vois les gens qui tout de suite vont se faire un a priori sur toi avant même que tu aies ouvert la bouche. Et tu sais très bien que ce dont ils parlent, ce n'est pas de toi, c'est d'eux-mêmes. Oui, donc ça m'aide aussi à comprendre plein de choses, c'est les gens. La projection qu'ils font sur toi, quoi. Ouais. Donc j'en ai fait, toi, ça me va. Ça fait bientôt 1 heure qu'on est là. On va se faire quand même une dernière petite question avant de clôturer. Et qu'est-ce que tu aurais à dire sur le masculin aujourd'hui? Comment tu le vois? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as quelque chose à transmettre? Ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup dans mes posts ou dans certaines vidéos. Pour moi, la société actuelle
meurent d'une sous-nutrition en énergie masculine mature. Tu vois, on met beaucoup en avant là le côté attention, là ça va mal dans le monde à cause du masculin toxique qui agresse, qui viole, qui attaque, qui détruit, qui exploite, que ce soit les autres êtres humains, les animaux, la nature, l'environnement, etc. On est en... Et pour moi, c'est vrai. Donc, ça fait partie de ce masculin immature qui, pour moi, fait que cette civilisation est en train de s'auto-détruire toute seule. Mais de l'autre côté, on manque de guerriers qui s'assument. On manque d'hommes qui s'affirment, qui restent droits dans leurs valeurs, on manque de rois. On manque de rois pleinement alignés, ancrés sur leur trône, bien alignés, et qui vont avoir j'allais dire les couilles, mais voilà, avoir les couilles d'assumer leurs convictions, leurs valeurs, de dire non quand il faut dire non, de rester droit, de porter une certaine vision, de porter des valeurs fortes. Tu vois? Donc, messieurs, il faut qu'on se reconnecte à ça, en fait. Il faut qu'on se reconnecte à cette énergie masculine qui est en nous, mature. Il faut qu'on se reconnecte à la puissance de ce roi qu'on a tous en nous. Tu vois? Qui est parfois un roi tyran chez certaines personnes. C'est ce qui fait que on nous colle parfois l'étiquette c'est ce qui... Les maux de cette société sont en partie dus à ce côté tyrannique et cet excès dans certaines énergies masculines. Mais de l'autre côté, il y a aussi un vide, en fait. Hein. Donc, il faut qu'on arrive à se positionner là-dessus parce que, à mon sens, l'évolution de notre société, l'évolution de l'humanité même, se joue là-dedans. Tout ce qu'on vit là depuis plusieurs années, là, c'est là aussi pour stimuler tout ça, toi, pour nous obliger à nous affirmer. Donc, si je reste dans le côté homme, à nous affirmer en tant qu'homme. Voilà, on t'envoie cette situation-là, qu'est-ce que t'en fais? Qui s'exprime? Comment tu t'exprimes là-dedans? Est-ce que c'est ton vide de certains archétypes qui s'exprime, ou est-ce que c'est ton excès, ou est-ce que c'est ton roi qui s'exprime? Qu'est-ce que tu en fais de tout ça? Comment tu te définis là-dedans? Comment toi, en tant qu'homme, tu te définis là-dedans? Et puis comment tu assumes? Et comment tu la l'assumes? Responsabilité, parce que moi, dans le roi, je vois aussi beaucoup la responsabilité de se dire, il y a une situation... moi, je ne suis pas d'accord, mais j'assume et je prends la responsabilité de faire autrement, quelles qu'en soient les conséquences. Il y a un gros manque de responsabilisation dans notre société à tous les niveaux. Donc, les hommes ont, je pense, un rôle à jouer. L'énergie masculine, véhiculée beaucoup quand même par les hommes, a un rôle à jouer là-dedans, tu vois. Autant les femmes, depuis de nombreuses décennies, maintenant se sont reconnectées, tu vois, à la puissance de leur féminin de plus en plus. Maintenant, c'est aussi à nous de faire le taf et de se reconnecter aussi à cette puissance masculine, mais mature. Tu vois, parce que le problème, c'est quand je parle de puissance masculine et que les gens entendent ce qu'ils ont envie d'entendre, il y a allez, encore un macho, encore un viriliste à 2 balles, encore un mec qui va dire les mecs, laissez-vous pousser la barbe, faites-vous des tatouages, faites de la muscu, mangez de la viande et mettez vos femmes au fourneau. Ça n'a rien à voir. Au contraire. Tu vois? C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Mais... Moi, tu prêches un converti. Tu sais, il y a une des phrases clés de ce que je fais, c'est bien, c'est changer les hommes pour changer le monde. Donc, je suis raccord. Je suis tout à fait d'accord. C'est maintenant que ça se passe. Là, on est à une époque où voilà, il y a tous les feux verts qui sont allumés. On est stimulé de toutes parts pour que, allez, c'est maintenant, il faut y aller, les gars. Maintenant, il faut y aller. Donc, on nous botte le derrière pour qu'on y aille. Ça arrive. De toute façon,
vu que le schéma d'avant, enfin, on le voit dans le monde extérieur et dans le monde actuel, dans la société, il va dans le mur. Ce schéma-là du masculin, de toute façon, il va dans le mur. Ça veut dire que les hommes, maintenant, comme tu dis, il faut qu'ils avancent parce que c'est le moment. Donc, il y a quand même plein de joies, de mouvements d'hommes qui émergent comparé à une dizaine d'années en arrière où il n'y avait pas grand monde. Là, ça y est, il y a quand même beaucoup de mouvements d'hommes qui travaillent sur le masculin équilibré, le masculin bienveillant. Et de toute façon, pour moi, les hommes qui vont pas prendre le pli, ceux qui restent dans le monde macho, ils vont se péter la gueule. Et puis, ceux qui sont trop mous, ils vont se péter la gueule. Enfin, il y a ce truc où il y a urgence, comme pour l'écologie, pour plein de choses. Il y a urgence, de toute façon, ça va dans le mur. Donc, on n'aura pas le choix, quoi. Je suis bien d'accord avec toi. Bon, Yannick, on arrive à la fin. Ça a Ok. été super riche, super sympa. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu de ton actualité? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, mon actualité, je pense que vous pouvez, si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter via mes réseaux sociaux, essentiellement Instagram, Facebook, YouTube. Moi, j'ai créé des programmes que maintenant je diffuse de plein de manières différentes, sous forme de vidéos accessibles et en téléchargement, et après chacun gère son apprentissage tout seul ou de manière beaucoup plus accompagnée, etc. Mais si tout ça, ça vous intéresse, je vous invite à revenir vers moi plutôt que de là, sinon on va. Ok. De toute façon, je mets tes liens dans la description. Si vous voulez retrouver Yannick, donc, vous allez au-dessous dans la description de la vidéo. Voilà. Moi, si vous voulez me retrouver, ben, c'est aussi pareil sur Instagram, sur mon site ingayati.fr. Allez lire son blog. Ouais, mon blog sur mon site avec plein d'articles sur les dynamiques archétypales masculines immatures de l'enfant et quelques-unes sur les dynamiques archétypales. Voilà, et puis ben, n'hésitez pas à partager, liker les vidéos et puis revenez-y parce que là on est à la 4e et il va y en avoir plein, 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 avec plein d'hommes super intéressants. Voilà. Bon, on arrive à la fin. Merci Yannick. Merci. Merci à toi, merci de l'invitation, c'était un vrai plaisir. Ouais. Et puis merci à tout le monde et à très vite alors. Au revoir. Ciao.